Bonjour et bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et je viens d'arriver au bout de ma 6e et dernière année d'enseignement. Avant d'oser me reconvertir, je me suis longtemps questionnée sur ce qui m'empêchait de partir. Les témoignages collectés durant la première saison de ce podcast m'ont donné le courage de me lancer. Et vos retours m'ont permis de réaliser à quel point cette émission était importante pour certains d'entre vous. C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre cette aventure à vos côtés en décryptant 2 fois par mois les parcours aboutis de professeurs reconvertis. Pour ce 20e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Myriam. Avec ses nombreuses vies professionnelles, Myriam illustre une fois de plus qu'il n'y a pas d'âge pour changer de voie. Durant les 10 premières années de sa carrière, elle a enseigné la physique-chimie en France, puis en Turquie. Elle a ensuite dirigé le Petit Journal d'Istanbul pendant 5 ans, avant de s'inscrire en master de communication à 40 ans. Aujourd'hui conseillère et formatrice en orientation scolaire, Myriam a trouvé sa voie en accompagnant les autres à trouver la leur. Grâce à sa double casquette, elle aide les jeunes à préparer leur avenir, tout en formant les adultes au métier de conseiller d'orientation en indépendant. Dans cet épisode, on parle d'enseignement à l'étranger, de changement de vie, de fatigue, d'inspiration et de l'importance d'essayer. Cet épisode marque la fin de la 2e saison du podcast. Merci pour votre soutien et votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques semaines pour une mini-série au sujet du cumul d'activités. Bonne écoute! Bonjour Myriam, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonjour Florence, merci beaucoup pour ton invitation. Vraiment, j'étais ravie d'être invitée sur ton podcast que j'écoute vraiment très régulièrement. Je m'appelle Myriam Draman, je vis à Istanbul depuis 2003, donc l'année prochaine ça fera 20 ans. Et je suis aujourd'hui conseillère et formatrice en orientation scolaire. Avant ça, tu as été enseignante dans quel domaine? Avant ça, j'ai été enseignante en physique-chimie pendant exactement 10 ans. Alors, j'ai eu mon CAPES de physique-chimie, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans. Si j'ai choisi la physique-chimie à l'époque, c'est parce que j'étais amoureuse de mon prof de physique-chimie. Comme quoi, des fois, des expériences professionnelles se font pas vraiment fondées. Enfin bon, j'aimais beaucoup la physique-chimie grâce à mon prof de physique-chimie en terminale. Très bel homme, certes, mais en plus très pédagogue, etc. Voilà, pour la jeune fille de 16 ans que j'étais à l'époque. Bon, moi, la physique-chimie, c'était un coup de foudre. Et je me suis pas trop posé de questions. Voilà, alors, j'ai continué avec un DUG de physique-chimie. Et dans la foulée, maîtrise, CAPES. On me disait tellement dans ma famille, tu seras prof, ma fille, c'est un très bon métier pour une femme. Moi, j'ai grandi avec ça, hein. Papa tunisien, donc avec des idées un peu, voilà, bon, il y en a encore beaucoup, même en France, hein, avec des idées, voilà, un peu, comment dire, à l'ancienne, hein. Donc j'ai suivi, j'étais pas rebelle, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour faire plaisir à la famille aussi. Mais après, j'ai adoré enseigner. La première année, j'étais donc en région parisienne. J'ai enseigné pendant 3 ans en région parisienne. Et puis, dès que j'ai pu, j'ai demandé à partir travailler à l'étranger. Parce qu'en fait, si j'ai choisi ce métier à la base, c'est parce que je rêvais de partir travailler à l'étranger, ayant moi-même grandi au Soudan et en Tunisie. Donc j'avais qu'un rêve, c'était voilà de partir en tant que prof expatrié et d'enseigner à travers le monde entier. Et l'année où j'ai demandé à m'expatrier, j'ai obtenu 5 pays, j'oublierai jamais, au Brésil, au Nigeria, au Maroc, en Turquie, peut-être que 4 en fait. Voilà. C'est déjà très bien. Voilà. Et en fait, j'hésitais. Et puis mes parents m'ont dit, écoute, en première expatriation, pars à Istanbul. C'est entre la Tunisie et la France, mes 2 pays. Pour un premier départ, voilà, je me suis dit, bon, je serai à 3 heures de Paris, à 3 heures de Tunis. C'est idéal. C'est pour ça que j'ai choisi Istanbul comme destination. Et je suis arrivée en tant que prof de physique-chimie au lycée Galatasaray, où je suis donc restée 5 ans. Et toi qui justement as eu cette expérience à la fois en France et à l'étranger, qu'est-ce que tu verrais comme différence ou à l'inverse comme similarité? Et est-ce que toi tu as une préférence entre les deux? C'était tellement différent. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu donc 5 ans en région parisienne. J'enseignais à Nanterre les 3 dernières années. À l'époque, j'avais obtenu ce qu'on appelle un poste fixe. Et c'était le Graal. Mais j'étais dans un collège difficile.
Je me souviens que j'avais des problèmes de discipline avec de nombreux élèves. Il y avait pas mal d'élèves avec qui ça se passait bien. Avec les garçons, ça se passait bien, mais j'avais beaucoup de problèmes avec les filles. Je me souviens de pousser des portes, je voulais les faire sortir, elles refusaient de sortir. Enfin, j'ai des souvenirs comme ça, toute jeune, et j'avais vraiment des cas assez complexes à gérer. Donc, beaucoup de discipline à faire, et jusque même une fois, je devrais peut-être pas le dire, mais ça m'avait marqué parce qu'il y avait eu un abribus à côté du collège qui avait été cassé, et ils avaient tagué sur l'abribus: on va te tuer, Myriam salope. C'était moi, hein, parce qu'on venait juste d'avoir une altercation, parce que j'étais dure, voilà, j'étais sévère, gentille et sévère à la fois, et donc ça passait pas toujours. Enfin bon, tout ça pour dire que quand j'étais à Nanterre, c'était pas facile. Je rentrais souvent en pleurant, je me souviens, le soir, parce que j'étais exténuée, voilà, toute jeune prof, et j'essayais, voilà, d'enseigner avec passion, et heureusement, j'avais des super élèves qui étaient très attentifs, mais j'avais quand même des gros cas difficiles à gérer. Quand je suis arrivée à Istanbul, alors là, c'était le jour et la nuit. Donc, je suis arrivée dans ce qu'on appelle un lycée d'élite ici. Lycée Galatasaray, c'est l'équivalent de Louis-le-Grand ou Saint-Louis en France, les grands lycées parisiens. C'est-à-dire qu'il y a l'élite de toute la Turquie. C'est les élèves qui sont recrutés sur concours sur tout le territoire turc. Donc, c'est les meilleurs qui réussissent à rentrer au lycée Galatasaray et qui commencent donc les matières scientifiques en français à partir de la seconde. Après une année de français intensif. Donc, ils arrivent dans ce lycée, ils n'ont jamais parlé un mot de français. C'est incroyable. Et ensuite, ils suivent les cours de seconde, première, terminale en français. Les cours scientifiques. Donc, moi, je suis arrivée là, et si vous voulez, j'avais 40 élèves par classe, et j'entendais les mouches voler. Des élèves très forts, dès que je pouvais faire, je me souviens toujours une petite erreur de calcul ou un oubli, j'avais tout de suite une remarque pour me dire: madame, vous avez oublié une virgule, une puissance, ou que sais-je. Donc c'était des élèves, alors en plus extrêmement polis, qui venaient tous me remercier à la fin du cours. Non, c'est un autre monde. Ah, on est loin des menaces de mort. C'est ça. J'ai vécu un choc, oui, j'ai vécu un choc culturel. Voilà, c'était 5 années de bonheur, 5 années d'enseignement, voilà, avec des élèves brillants, attentifs. C'était très facile pour enseigner. Donc il y a tout cet aspect-là que tu appréciais dans ton métier également en Turquie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu appréciais moins qui fait que finalement tu as quand même changé de métier? Oui, alors la dernière année, j'étais enceinte, je me souviens, et donc j'avais demandé à avoir que des mêmes classes pour ne pas avoir trop de travail à préparer. Voilà, parce que j'étais voilà, un peu fatiguée. J'avais déjà eu mon premier fils, et là j'étais enceinte du deuxième. Et j'avais eu, je me souviens, 5 ou 6 secondes, quelque chose comme ça. Bon, et voilà, ils avaient respecté mes choix. Et en fait, j'ai été donc 5 ou 6 secondes dédoublée. Donc je répétais 10 fois la même chose. Ça m'a mais achevée. Le côté répéter plusieurs fois le même cours dans la semaine, je me souviens, je me disais: mais je pourrais pas faire ça toute ma vie. Enfin, j'en pouvais plus du côté répétitif de l'enseignement. Bon, j'étais un peu fatiguée aussi à cette époque-là, voilà. Bon, mais ça m'a vaccinée en fait. Bon, enfin, à ce moment-là, j'avais pas l'intention de quitter l'éducation nationale, hein. Je comptais juste m'arrêter un petit peu pour élever mes enfants et revenir un jour, hein. J'ai eu ce petit ras-le-bol à ce moment-là, en 2008, mais je pensais pas ne jamais revenir en fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai ensuite donc accouché de mon deuxième fils, je me suis retrouvée en congé parental pendant 3 ans. Le congé parental, je sais, souvent pour les femmes, c'est un moment où on se remet en question, on se projette différemment. C'est vraiment un moment où on réfléchit, je trouve. Et à ce moment-là, moi, je me posais plein de questions sur l'avenir, et j'avais envie d'entreprendre. Ce que j'avais jamais connu avant, ça m'est venu là. Ça m'est venu là pendant le congé parental, et je cherchais une idée. J'avais envie de travailler à mon compte. J'avais envie de créer quelque chose. Et en fait, bon, ce qui s'est fait, c'est que j'ai pas créé d'entreprise en soi, mais j'ai repris la franchise du petitjournal.com d'Istanbul en 2011, et je m'en suis occupée pendant 5 ans. Ça a été une magnifique expérience pour moi. Donc le Petit Journal, pour ceux qui connaissent pas, c'est un média francophone pour les Français à l'étranger, quotidien et gratuit. L'idée, c'est que j'avais une petite équipe de journalistes et surtout d'étudiants en journalisme, et on publiait chaque jour des articles, des brèves sur l'actualité en Turquie. Et
Comme c'était mon auto-entreprise, moi, je devais vendre les espaces publicitaires du site pour gagner de l'argent. Comme tout journal, voilà, on vend des espaces publicitaires. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le pied dans la prospection commerciale, dans la création d'événements pour fédérer la communauté francophone. Voilà, c'est là que j'ai commencé à découvrir le monde de la communication. Et j'ai tout appris sur le terrain. Alors, j'ai tout appris sur le terrain. J'ai pas été formée, vraiment. Hein, c'est l'école du terrain. Et j'ai attrapé, on peut dire, le virus de la communication à cette époque-là. En fait, c'est fascinant parce que ce que tu dis, c'est quand même, t'étais prof de physique-chimie et tu te retrouves à la tête de quelque chose qui pourrait être plutôt pensé comme du littéraire, à la rigueur pour le côté commercial de l'économique. Et ça me fait penser à tous ces enseignants qui pensent justement, on en parle un peu hors micro, mais qui pensent qu'ils n'ont aucune compétence et qu'ils sont bons en rien, qu'ils vont pas y arriver, qu'ils n'ont été que prof, là je mets des guillemets à la caméra, et je trouve ça chouette que toi, ça ne t'ait pas bloqué et que ça t'ait pas empêché de partir vers ce genre de métier-là en fait. Mon papa étant journaliste, je pense que j'avais aussi certainement envie de l'épater inconsciemment en dirigeant un journal en ligne. Je suis une grande fan de l'actualité aussi, il faut le dire quand même, c'est-à-dire que je suis une grande consommatrice d'informations. Je peux pas imaginer une journée sans regarder l'actualité, ni même quelques heures. Moi, c'est pas possible. C'est-à-dire, je suis tout le temps connectée. Donc, être celle qui va transmettre l'information, c'était, alors là, pour moi, c'était idéal pour ma personnalité. Donc après le petit journal, au bout de 5 ans quand même, j'ai fait le tour de la question. J'ai qu'une envie, c'est réintégrer la fonction publique à l'époque dans la com et les relations publiques. Voilà, forcément, ayant attrapé le virus, étant fonctionnaire en disponibilité, je me disais bon quand même, il serait temps, ça faisait 5 ou 6 ans, peut-être même plus, je n'ai pas compté avec le congé parental, ça faisait bien 8 ans que j'avais quitté l'éducation nationale. Je voulais retravailler dans la fonction publique, mais je voulais m'essayer dans un autre domaine. Et à cette époque-là, je me souviens, j'envoyais énormément de candidatures, de lettres de motivation, et à chaque fois, mon expérience ne suffisait pas. Les 5 ans au petit journal, ça suffisait pas. On me parlait toujours de master en communication, CELSA, master à la Sorbonne. Je voyais bien que c'était les sésames. Et je me suis dit, bon, allez, ni une ni deux, si tu veux atteindre ton but, tu vas aller passer un master. À 40 ans, je quitte Istanbul pour 6 mois pour aller faire un master en communication institutionnelle au CELSA en formation continue. Donc c'est un master qui s'adresse aux personnes qui ont déjà travaillé au moins 3 ans. Et en 6 mois, si vous voulez, on a tout le contenu d'une année de master. Donc c'est très intensif. Et donc j'ai repris les cours et après mon master, j'ai fait des stages comme une jeune fille de 20 ans à la mairie de Paris, je me souviens, et au Conseil d'État, jusqu'à ce que j'obtienne un poste à VNF, Voies navigables de France, à Dijon, en tant que responsable de com et des relations publiques. Et ta famille à ce moment-là est en France avec toi ou tes enfants et ton compagnon sont restés en Turquie? Alors les 6 premiers mois, quand j'étais en master, ils sont restés en Turquie. Et après, quand j'ai vu que j'avais des stages et que j'allais pas rentrer tout de suite, j'ai demandé à avoir mes enfants près de moi. Donc mon mari a été très conciliant. Donc les enfants ont passé 2 ans en France, une année à Paris et une année à Dijon. Et mon mari, ayant son travail ici, il faisait les allers-retours. Bon, il était très compréhensif. Je suis consciente que j'ai un mari en or, mais il avait vu qu'à l'époque, c'était très important pour moi. J'avais ce rêve vraiment de réintégrer la fonction publique et il m'avait dit je te laisse 5 ans. Et en fait, au bout de 2 ans, j'ai arrêté tout ça d'un coup sec et je suis revenue à Istanbul à l'été 2018. Parce que ça ne te plaisait plus ou pour des raisons personnelles? C'est-à-dire qu'après les 3 mois de lune de miel, je me suis retrouvée à devoir gérer une équipe qui voulait pas être gérée par moi, qui travaillait déjà bien avant que je n'arrive. Donc j'ai découvert un établissement public en province avec des gens qui ont des habitudes déjà. On leur envoie une nouvelle responsable de com qui arrive de nulle part et elle voulait pas du tout être managée par moi. Donc j'avais du mal. Mais j'aurais pu rester. J'aurais pris sur moi, j'aurais continué, j'aurais pu rester. Mais on a eu un drame dans ma famille qui a fait que j'ai préféré tout arrêter et revenir à Istanbul. À Istanbul, est-ce que tu prévoyais de poursuivre quand même dans ce domaine d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que tu envisageais déjà de passer complètement à autre chose, voire de redevenir prof?
Alors, à l'été 2018, quand je reviens, non, je ne sais pas du tout quoi faire. Je viens d'abandonner, j'ai démissionné. Donc, j'ai démissionné de mon poste que j'avais eu, dont je rêvais. J'étais attachée d'administration. Normalement, il faut passer un concours. Peut-être que certains des auditeurs le savent. C'est un concours difficile. Moi, je m'entraînais aussi à l'époque pour essayer de l'avoir. Donc j'avais eu cette chance d'être attachée d'administration en détachement au ministère, donc c'était de la transition écologique. Et j'ai tout quitté sur un coup de tête. Comme j'étais pas très bien et qu'avec ce gros coup dur dans notre famille, j'ai préféré rentrer et ressouder la famille en fait. Ressouder notre propre famille à Istanbul. Je voyais bien que ça fatiguait mon mari aussi de faire des allers-retours, voilà, régulièrement. Bon, je me suis dit, ça va, t'as testé. T'as vu ce que c'était, de toute manière, t'arriveras jamais vraiment à faire carrière. C'est trop tard, t'es trop vieille. Bon, j'avais 42 ans, mais rentre à Istanbul, c'était pas si mal finalement. Enfin, grosso modo, voilà, j'avais toutes ces idées en tête. J'ai besoin de vivre des expériences. Et si j'avais pas vécu ça, je serais restée avec des regrets. Donc, avec le recul, je suis très contente d'avoir fait cette année de stage à Paris, cette année d'attaché à Dijon et d'être revenue à Istanbul. Et donc, quand je suis revenue, je ne savais pas quoi faire, je réfléchissais beaucoup. Alors, il n'y avait pas de poste de physique-chimie au lycée français, ce n'était pas une voie envisageable. Et j'avais envie de travailler à mon compte, mais je me cherchais, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire? Alors, j'avais vu que le métier de coach était très à la mode. Pendant 3 mois, j'ai rencontré presque tous les organismes de coaching. Alors, c'est-à-dire j'ai parlé avec les responsables, j'ai assisté à des conférences. Je connaissais vraiment bien le programme des différents organismes, les tarifs et tout. Mais alors, je trouvais ça très cher et très long. C'est 6 mois le coaching, il faut écrire un mémoire. Plus, à l'époque, c'était dans les 6 000 euros. Bon, c'était un investissement conséquent. Et ça me convenait pas. Moi, je voulais quelque chose de rapide, d'opérationnel. Je voulais me mettre à travailler rapidement. Et petit à petit, j'ai découvert à cette époque-là le conseil en orientation scolaire. Donc là, on est fin 2018. Pareil, je rencontre de nombreux réseaux d'orientation scolaire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des personnes, entre guillemets, des formateurs indépendants, on va dire. Il n'y avait que des réseaux. Je décide de rejoindre le réseau Mentalo parce que j'avais trouvé la patronne sympathique. Et surtout parce que c'était aussi un des moins chers sur la place. Parce que c'est quand même un petit investissement. Je ne voulais pas non plus trop investir. Et voilà, donc je suis restée 2 ans chez Mentalo. Je faisais partie du réseau des conseillers d'orientation scolaire. Donc j'ai été formée à l'époque à la méthode Mentalo. Mais si vous voulez, j'en suis partie parce que je n'ai pas eu, grâce à ce réseau, de clients. Voilà, j'ai eu un client via Mentalo à l'époque, pendant 2 ans, c'est la vérité. Tous les autres clients, je les ai trouvés moi-même. Donc, je ne voyais pas trop l'intérêt de participer à un réseau. Donc, j'ai décidé de quitter le réseau début 2021, après 2 ans de bons et loyaux services, et de voler de mes propres ailes. Donc, ça fait 1 an que je suis conseillère d'orientation scolaire indépendante. Et donc justement, à quoi consiste ton métier? Comme tous mes collègues, parce que nous sommes nombreux dans ce secteur, notre activité, c'est d'aider les jeunes, allez, de 14 à 25 ans, à trouver leur voie. Concrètement, trouver déjà les secteurs professionnels qui vont convenir à leur profil. Ensuite, identifier les voies pour atteindre ces différents secteurs en faisant un travail préliminaire extrêmement important de connaissance de soi. Pour répondre à ces différents axes, on fait passer ce qu'on appelle un bilan d'orientation. Et un bilan d'orientation, ça se passe de quelle manière? Ça se découpe comment? Sachant que toi, de ce que j'ai pu lire sur ton site internet, tu travailles notamment à distance. Tout à fait. Alors, un bilan d'orientation, il y a plusieurs manières différentes. On va presque dire que chaque conseiller ou conseillère a sa méthode. Moi, j'ai une méthode qui se veut assez rapide, qui se déroule sur 3 séances. Une première séance, c'est l'entretien avec l'élève. Pendant 2 heures, je fais en sorte de lui poser tout un tas de questions pour vraiment bien cerner sa personnalité, savoir quel jeune j'ai en face de moi. Donc, j'ai toute une série de questions que je lui pose. Donc, en visioconférence, oui, en Zoom essentiellement. Ensuite, lors d'une deuxième séance, je lui fais passer plusieurs tests psychométriques pour affiner ma perception, parce que j'ai déjà une idée, si vous voulez, du profil de l'élève, mais les tests vont me permettre d'être encore plus précise ou de faire remonter des choses que je n'aurais pas vues. C'est un plus, les tests, C'est vraiment des outils qui sont complémentaires. Mais le plus important, vraiment, c'est l'entretien avec l'élève. Ensuite, il y a le travail d'analyse, de synthèse de tous ces résultats
On écrit un bilan, on écrit une synthèse, on prépare un diaporama pour faire donc la restitution à l'élève et à sa famille, 1 semaine, 10 jours maximum après les 2 premières séances. Voilà, donc 3 séances, 2 avec l'élève et 1 avec l'élève et sa famille. Et est-ce que c'est justement plutôt des élèves qui vont venir te contacter ou les familles de ces élèves? C'est souvent les mamans. J'ai eu quelques papas, mais ils sont rares. Alors c'est souvent les mamans qui m'écrivent, qui me contactent par mail pour avoir des informations sur mes services. Les élèves vont plutôt m'écrire via Instagram pour me demander des conseils, mais c'est pas eux qui vont faire la démarche de me dire je voudrais faire un bilan d'orientation avec vous. C'est rare, très rare. J'ai lu sur ton site internet, il me semble, je vais dire un chiffre, s'il est mauvais tu me corrigeras, qu'il existait un conseiller d'orientation dans les établissements en France pour 1500 élèves ou quelque chose comme ça? C'est tout à fait juste. Oui, c'est un chiffre d'ailleurs que je partage à mes stagiaires de ma formation, que j'ai écrit noir sur blanc sur mon site, parce que c'est un chiffre que beaucoup répètent. Il est incroyablement effrayant et c'est en fait, bon, je suis de la maison éducation nationale, comme toi Florence, et malheureusement l'éducation nationale, elle s'auto-sabote. Elle s'auto-sabote, pourquoi? Parce que il y a un psychologue de l'éducation nationale pour 1500 élèves. C'est un des taux les plus bas de toute l'Europe, hein, sachant que la moyenne, elle est de 1 pour 800. On est bien en dessous. Et surtout, il n'y a pas d'effort pour améliorer ce taux, puisque chaque année, le nombre de postes au concours de psychologues de l'éducation nationale diminue. Ils prennent 200 personnes au concours de Psy-EN. Psy-EN, c'est le nom des conseils d'orientation scolaire au lycée. Et moi, je pensais que Psy-EN, c'était les psychologues de l'éducation nationale. Je ne pensais pas que c'était eux aussi qui s'occupaient des bilans de compétences. Mais en fait, oui, il y a un lien maintenant que j'y pense et que tu me le dis à haute voix. C'est vrai qu'il y a tout un aspect psychologique à prendre en compte, et toi, c'est là que l'entretien intervient aussi. Mais je ne pensais pas qu'il s'agissait de la même personne. Je pensais que c'était une autre personne. Ah si, tout à fait. Et non, ils n'ont pas le temps de faire des bilans d'orientation, hein. Ils sont pas assez nombreux. Donc, pour les élèves qui ont des questions précises, ils sont de très bons conseils. Moi, souvent, je demande aux élèves que j'accompagne, est-ce que tu as fait la démarche d'aller voir le psy-EN de ton lycée avant de venir me voir? Enfin, je leur demande un petit peu. Parce que, voilà, c'est des personnes ressources. Elles existent, mais elles sont pas assez nombreuses et n'ont pas assez le temps de s'occuper des élèves qui ont un besoin spécifique, on va dire. Et c'est pour ça que les familles se tournent de plus en plus vers les conseillers d'orientation scolaire privés. C'est ça. Et justement, moi, parmi mes auditeurs et auditrices, il y a pas mal de monde qui est intéressé vers une reconversion dans ce domaine-là. Et donc toi, maintenant, tu proposes justement des formations pour devenir conseiller d'orientation. Tout à fait, Florence. Effectivement, alors je peux te raconter un tout petit peu comment ça s'est passé. Étant très connectée sur les réseaux, j'avais remarqué ces derniers temps un développement exponentiel de la formation en ligne. Tout le monde y allait de sa formation. Et je me disais, oh là là, toi aussi, tu devrais réfléchir à créer une formation en ligne. Mais je n'arrivais pas du tout à identifier le thème, la cible. Les élèves, les parents d'élèves, les adultes en reconversion, pas du tout. Ça ne m'avait pas effleuré l'esprit. Je pense que je m'interdisais. Je suis prof, je sais souvent on dit prof, formateur, c'est pas du tout pareil, je l'avais assez entendu. Je me disais non, les adultes, comme on dit, c'était un peu syndrome de l'imposteur. Voilà, pour moi, former des adultes, je m'en sentais pas capable. Voilà, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit avant l'été dernier. Qu'est-ce qui s'est passé l'été dernier? Une illumination, un jour, je me suis dit, ah tiens, bon, t'as rien à perdre, écris un message sur LinkedIn pour tâter le terrain, regarde s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour devenir conseiller ou conseillère d'orientation scolaire. Et voilà, j'ai écrit un petit post sympathique, c'était le 8 juin, j'oublierai jamais. Et là, quelle ne fut pas ma surprise, Florence? J'ai eu en 24 heures, alors bon, déjà plein de likes, plein de commentaires et des demandes directes dans ma boîte de messagerie en me disant oui, moi je serais intéressée, oui, moi je serais intéressée, oui, moi je serais intéressée. Et là, donc j'ai compris qu'il y avait une demande. Et c'était des gens qui me connaissaient, certains, mais d'autres qui ne me connaissaient pas. Et là, donc je me suis dit, bon, bah écoute, puisqu'il y a de la demande, tu vas t'enfermer tout l'été et travailler à produire cette formation, à créer cette formation. Donc, qui n'existait pas. Parce qu'il faut savoir que ces gens qui étaient intéressés sont allés plus loin que être seulement intéressés. Ils m'avaient aussi payé.
Parce que j'avais annoncé un tarif à 50%, puisque c'était ma première formation. Donc, pour les bêta-testeurs, j'avais proposé un tarif à 50%. J'avais une dizaine de personnes qui avaient payé en juillet. Donc, ça allait très vite. Donc, j'étais obligée. C'est ça. Bah, y a une forme d'engagement, tu sais que tu le fais et pour toi et pour des personnes qui vont vraiment être intéressées. Parce que je pense qu'il y a ça à prendre en compte quand tu crées une formation. Certes, on en voit beaucoup en ligne, mais le moment où toi tu la conçois, ça doit être un sentiment très particulier d'avoir l'impression de faire quelque chose de génial et de te demander est-ce qu'il y a au moins une personne qui va être intéressée. Là, toi, t'avais déjà cette certitude-là, donc pour se donner à fond, il n'y a pas meilleur moyen, quoi. Exactement. Et donc, ça m'a boosté, voilà. Ça m'a boosté tout l'été. J'ai été particulièrement inspirée, je pense. C'était pas si difficile que ça parce que j'aimais ce que je faisais. Je travaillais beaucoup. Je me suis fait coacher par une ingénieure de formation pour adultes. Parce que voilà, j'étais consciente que prof pour jeunes, adolescents, c'est pas la même chose que formatrice pour adultes. J'étais tout à fait consciente de ça. Donc, je me suis dit quand même, faut que tu saches que doit contenir une formation pour adultes pour qu'elle soit intéressante, voilà, pour qu'elle soit utile, qu'elle soit efficace. Et donc, chaque semaine, j'avais un rendez-vous avec une ingénieure de formation qui me coachait sur la forme de ma formation, l'allure de mes slides, pas tant sur ce que j'allais dire, parce que elle n'y connaissait rien au contenu lui-même, mais tout ce qui est forme et évaluation, les quiz à faire en chaque début de séance, enfin tout plein de choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé parce que je n'avais pas été formée moi-même à ça. Et c'est ainsi voilà que j'ai lancé cette formation pour devenir conseiller d'orientation scolaire indépendant en septembre, pendant 2 mois, sur 7 séances. J'ai accompagné lors de la première session 12 personnes. Comme j'ai des demandes tous les 2 jours en moyenne, en tout cas de personnes intéressées par la formation qui veulent connaître le programme, je me suis dit, bon ben, pourquoi t'arrêter là? Continue, puisqu'il y a des gens qui sont intéressés, qui te font confiance, continue. Fin janvier va se terminer la 2e session où j'accompagne 13 personnes, 13 femmes, du Caire, du Qatar, de Thaïlande, d'Italie, enfin c'est bien sûr de France, mais voilà c'est incroyable, même du Guatemala lors de la première session. La 3e session ouvre ses portes en mars-avril pour ceux que ça intéresse. Et sachez, oui, en plus, j'ai 2 à 3 profs par session, soit en dispo, soit des profs qui ont démissionné, qui se sont reconvertis. Et j'ai même eu un CPE. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du domaine en soi, qui, bah, moi je vois bien parmi mes auditeurs et auditrices, c'est quelque chose qui peut intéresser, il y a aussi le format, le fait de pouvoir travailler à distance. Et je vois que parmi toi, les adultes que tu formes, quand tu me parles de tous ces pays du monde, je me dis qu'en fait c'est un métier qu'on peut exercer d'où on veut. Donc on a quand même une mobilité et une liberté qu'on n'a pas toujours, à moins effectivement d'enseigner à l'étranger quand on est accepté. Enfin voilà, là il y a quand même plus de liberté quand on est à son compte. Alors bah, il y a forcément aussi le revers de la médaille, peut-être un peu d'insécurité au départ, une gestion complète du projet de A à Z, etc. Mais quand c'est quelque chose qui convient à la personnalité de quelqu'un, je pense que c'est vraiment une grande source de liberté et de satisfaction du coup. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Travailler à son compte, à son propre rythme, sans patron, c'est un luxe inouï. Enfin voilà, je pourrais plus revenir en arrière. Sachant que tu as eu quand même une carrière dans l'éducation nationale à la fois en France et à l'étranger, mais l'un comme l'autre, est-ce que tu n'as pas de regret d'avoir quitté cette profession pour celle que tu exerces actuellement? Et je te fais une double question, as-tu démissionné ou es-tu toujours en disponibilité? Alors, je suis toujours en disponibilité de l'éducation nationale. Alors, en fait, j'ai pris plusieurs disponibilités différentes. À l'époque, j'avais pris une disponibilité pour création d'entreprise quand je dirigeais le petitjournal.com d'Istanbul. Après, j'ai pris une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. Et depuis, j'ai pris une disponibilité pour suivi de conjoint. Ça m'intéresse. En fait, j'adore toutes ces petites choses qu'on peut accumuler les unes aux autres pour finalement s'offrir des années à l'extérieur en gardant une forme de sécurité. Et je trouve ça très intéressant parce que je pars du principe que c'est pas parce que moi j'ai eu rapidement envie de couper complètement contact avec l'éducation nationale que c'est le cas de tout le monde. On est tous différents et moi je vois pas du tout où est le problème dans le fait de rester en disponibilité. Il y a des gens qui se disent bah voilà, c'est forcément un boulet au pied, ça va forcément nous ralentir, si on a un plan B, on va pas à fond dans son plan A. Je trouve que c'est pas forcément vrai. Et que en fait, si c'est quelque chose qui assure tes arrières et qui te permet de te sentir bien et de développer pleinement tes projets, bah pourquoi pas? Et c'est intéressant de voir qu'on peut les cumuler comme ça en fait. Et en plus, il me semble que la disponibilité pour suivi de conjoint,
Alors, elle est peut-être limitée à 10 ans, je Il ne me connais pas semble, ouais. exactement les textes, voilà. Je suis loin d'avoir atteint le nombre d'années maximum, bien que je dois m'en approcher quand même. Donc voilà, j'ai pas spécialement envie de démissionner pour le moment parce qu'il n'y a pas d'urgence à le faire. Et bon, je me dis toujours, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Et si un jour je devais retravailler, parce que voilà, nécessité, voilà, j'ai été élevée comme ça aussi, toujours voilà, assurer ses arrières, on ne sait jamais. Je me dis que j'aurai toujours ce poste qui m'attendra en septembre si jamais je devais réenseigner un jour. Alors pas forcément en Turquie, hein, mais voilà, même en France. Donc c'est une sécurité que je garde pour le moment, psychologiquement, même si je n'ai pas du tout envie de réenseigner. J'imagine que donc tu n'as pas de regrets quant à ton choix de reconversion. Non, j'ai pas de regrets par rapport à mon choix de reconversion du tout. J'ai adoré ces 10 années-là. Je suis très contente d'avoir pu voilà, m'expatrier en Turquie, d'avoir connu aussi voilà, un autre type d'enseignement. Je ne suis pas quelqu'un qui vit avec des regrets. Je suis plutôt quelqu'un qui va de l'avant. Je suis très heureuse de cette première expérience professionnelle. J'ai gardé l'amour de la transmission, le côté pédagogie. Donc ça, voilà, je l'ai en moi et on ne me l'enlèvera jamais. Mais me retrouver devant une classe à 8 heures du matin en train de faire un cours de physique-chimie devant 25 ados, non, je n'ai aucun regret. On va prendre 3 points concrets qui sont le travail, les vacances et le salaire. Au niveau de la quantité de travail quotidienne ou hebdomadaire, selon comment tu t'organises, est-ce que tu as l'impression de travailler davantage ou pas que quand tu étais enseignante? Bon, alors ces années d'enseignante sont un petit peu loin. J'étais comme tous les profs extrêmement bosseuse, hein. Je préparais mes cours les week-ends, les vacances. Donc, bon, alors effectivement, une fois qu'on avait un peu de bagage, on avait moins de travail, mais je me souviens de ces montagnes de copies à corriger. Enfin, c'était un travail voilà, particulier qui prenait du temps. Alors aujourd'hui, je travaille énormément parce que j'aime ça. Alors j'aime ce que je fais. Des fois j'ai du mal même à fermer l'ordinateur même quand je te dis que le lundi c'est mon jour off, c'est pas vraiment mon jour off. J'ai toujours des choses à faire. Quand on a son entreprise et qu'on communique aussi, qu'on est son propre attaché de presse, c'est ce que j'enseigne aussi à mes stagiaires. Elles acquièrent un savoir-faire grâce à moi, mais je leur dis c'est très important, vous allez devoir le faire savoir. Et ça je leur donne lors du dernier module pas mal de tips, pas mal de conseils, de tout ce que moi j'ai appris de par mes années voilà, d'expérience. Parce que voilà, tu m'as connue aussi sur les réseaux, je suis quelqu'un qui communique beaucoup parce que dans la jungle, il faut, si on veut se faire entendre, il faut être présent, il faut être visible, avec sa propre authenticité. Voilà, il n'y a aucun modèle à copier, il faut être soi, mais il faut se montrer, il faut donner de la valeur, créer du contenu. Et ça aussi, je leur dis, c'est un must parce que aujourd'hui, juste être conseiller d'orientation scolaire et attendre dans son cabinet que voilà, les élèves viennent toquer à la porte ou bien les parents, ça marche plus trop, hein. Il faut vraiment, en plus, créer du contenu, soit des articles de blog, soit créer un podcast, soit créer une chaîne YouTube, soit voilà, être présent sur les réseaux sociaux. Il faut communiquer pour se montrer, pour être vu. Et l'avantage d'avoir effectivement un métier qui nous plaît, c'est qu'on a moins l'impression, enfin, on a moins l'impression que le travail est une contrainte. Exactement. Tu peux passer plus d'heures effectivement à travailler, mais ne pas être au bout du rouleau comme tu peux l'être des fois après une semaine de classe alors que tu reviens tout juste des vacances, quoi. C'est ça, c'est pas la même fatigue. C'est très difficile d'exprimer, pour l'avoir vécu, et toi aussi, et les gens qui écoutent principalement aussi, c'est très difficile d'expliquer, de mettre des mots sur la fatigue que peuvent ressentir les enseignants et sur la difficulté de ce métier-là, parce que c'est une accumulation de plein de petites choses qui font qu'on est toujours sur le qui-vive, je sais pas bien comment l'exprimer non plus, mais en tout cas c'est une fatigue mentale et physique qui se ressent vraiment en fin de semaine, et que là moi je vois en travaillant à mon compte que je ne retrouve pas, et pourtant je travaille au moins autant d'heures, tu vois, mais je ne retrouve pas du tout cette fatigue-là. Ah non, mais moi, voilà, on était prof aussi. 1 heure devant les élèves, c'est 2 bonnes heures de travail derrière un ordinateur, facile. Et c'est pour ça, quand les gens critiquaient les professeurs, moi, j'étais vraiment, je sortais les crocs parce que je leur disais, c'est peut-être 18 ou 20 heures d'enseignement face aux élèves, mais c'est des heures qui comptent double. Et voilà, j'ai connu, je sais ce que c'est, hein, quand on veut tenir sa classe. Comme tu dis, on est sur le qui-vive sans arrêt,
on doit être vif, on doit bien sûr faire attention à tout ce qui se passe, attentif. Enfin, c'est un métier extrêmement exigeant, très fatigant. Donc, ceux qui critiquent, c'est ceux qui n'ont jamais essayé. Et moi, je garde un énorme respect pour les enseignants. Je tiens à ce que mes enfants soient très respectueux des enseignants. Bon, je suis issue d'une famille d'enseignants. Ma maman est enseignante, ma sœur est enseignante. Non, c'est un métier admirable. Et alors là, pas du tout assez reconnu et pas assez bien payé. C'est un peu dramatique ce qui se passe en ce moment. Justement, puisqu'on évoque le salaire, est-ce que tu te souviens combien tu étais rémunérée quand tu enseignais en France? Est-ce qu'il y avait une différence avec l'enseignement en Turquie, mais peut-être également avec la quantité de travail? Et est-ce que par rapport à ta reconversion actuelle, tu t'y retrouves financièrement aussi? Alors, je me souviens pas très bien de mes salaires en France, ça c'est loin, mais ce dont je me souviens, c'est de mes salaires en Turquie. En tout cas, les 5 dernières années, je devais tourner autour de 2 300 €, 2004 peut-être, la 5e année. On avait une petite prime d'expatriation. Moi, je suis pas venue en tant qu'expat, hein, je suis venue en tant que résidente. On avait le même salaire qu'en France, hein, c'est ça l'idée. Il y a plusieurs types de contrats. Et le contrat, parce que les expats, il y en a de moins en moins aujourd'hui, hein. Il y en a de moins en moins parce que bon, ils coûtent très cher. Ils ont des salaires qui sont multipliés par 3, facile. Mais en revanche, on peut partir enseigner à l'étranger beaucoup plus facilement grâce au contrat de résident. Maintenant, en tant que conseillère d'orientation et formatrice, est-ce que tu t'y retrouves financièrement? Est-ce que tu as réussi à réatteindre ce même salaire ou du moins un salaire qui, toi, te permet de vivre comme tu l'entends? En tant que conseillère d'orientation scolaire, je dirais qu'il m'a fallu quand même 2 bonnes années pour développer mon réseau, pour avoir de plus en plus de demandes de familles. Les premiers mois, je peux pas, voilà, je n'aurais jamais pu vivre de cette activité. Les premiers mois, on doit se faire connaître, ça met du temps. Voilà, c'est assez irrégulier. Il y a des mois qui sont plutôt bons, d'autres un peu moins. Donc, je peux dire qu'au bout de 2 ans, voilà, les rentrées sont plus régulières et les mois se ressemblent davantage. Mais l'activité de conseil d'orientation scolaire, c'est une activité quand même saisonnière. Il faut bien que, voilà, ceux qui sont intéressés le sachent. On a des demandes, je dirais, d'octobre à mai-juin. Et avec un pic, là, en ce moment, autour de décembre, janvier, février, parce qu'il y a Parcoursup qui a ouvert ses portes, et donc beaucoup de demandes aussi pour accompagner les jeunes pour les inscriptions pour Parcoursup. Pour l'orientation scolaire, je dirais, voilà, moi, il m'aura fallu, disons, 2 ans pour avoir un bon rythme de croisière. Je devais faire peut-être 2 à 3 bilans d'orientation par mois, mais je faisais pas que ça. Voilà, comme j'étais prof, je faisais des stages de révision du brevet. J'ai créé des ateliers de prise de parole en public. Voilà, j'ai fait pendant les 2 premières années beaucoup de choses, bon, avant que le Covid nous tombe dessus, pour diversifier aussi mes rentrées d'argent. Voilà, je faisais du conseil et beaucoup d'accompagnement scolaire. J'ai continué à donner des cours particuliers. Alors d'abord, au début, j'en donnais de manière individuelle. Après, j'ai commencé à donner à des groupes d'élèves pour aussi, voilà, rentabiliser un peu mon temps. Mais bon, aujourd'hui, je ne donne plus de cours ni individuels ni en groupe. Je n'ai plus de temps dans mon agenda. C'est bon signe. Parce que voilà, il y a la formation qui a pris beaucoup de place également, la formation pour adultes. Bon, ben, depuis que je forme des adultes, mon chiffre d'affaires a exponentiellement augmenté. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a de la demande de la part de ces adultes-là, mais surtout, nous, on est bel et bien au courant qu'il y a de la demande au niveau des jeunes, quoi, qui n'ont pas ce qu'il faut, en fait. Ça, c'est sûr. Moi, tous les stagiaires que j'ai formés lors de la première session, il y en a une qui en a déjà fait 10 bilans, alors que voilà, la formation s'était terminée début novembre. Bon, elle est très active, elle est ça va dépendre de son investissement. C'est-à-dire, si la personne, elle est active, elle va sur les salons, elle réseaute, elle laisse ses cartes de visite un peu partout. Évidemment, cette personne en particulier, elle a un compte Instagram où elle poste régulièrement. Enfin, elle est très active. Donc, elle est rapidement sortie du lot et ça y est, son activité fonctionne bien. Elles ont toutes, voilà, je dis elles parce que c'est surtout des femmes souvent. Elles ont toutes commencé leur activité et pour certaines bien démarré. Comme tu parlais du fait que justement c'est relativement saisonnier comme métier, est-ce que toi tu arrives à prendre des vacances comme tu l'entends? Cette activité, en toute sincérité, je la fais pour moi. Je n'ai pas besoin de cette activité pour vivre. Donc, si tu veux, mais c'est mon cas personnel, c'est-à-dire je vais prendre des vacances
avec mes enfants. Pendant l'été, je suis en vacances, bien que l'été dernier, j'ai passé 1 mois et demi enfermée dans ma chambre les après-midi à travailler. Mais bon, pour moi, j'étais dans ma maison de vacances, mais on les compte même plus, ces heures de travail, finalement, quand on est entrepreneur. On travaille tout le temps, même en vacances, je travaille de toute manière. Mais je fais en sorte, oui, quand mes enfants sont en vacances, de voyager avec eux, de faire des choses avec eux, garder ce rythme des vacances scolaires. Après, chaque entrepreneur, il fait comme il veut. C'est propre à chacun, en fait. Moi, les vacances, j'ai décidé de les passer avec mes enfants tant qu'ils sont jeunes, mais ça m'empêche pas de travailler pendant mes vacances. Voilà, je ne m'arrête vraiment jamais. Personnellement, je mets vraiment un point d'honneur à couper, à essayer de ne pas bosser les week-ends, pas après une certaine heure le soir, parce que je sais que ça a été très dur pour moi de pas réussir à couper quand j'étais enseignante, et c'est surtout ce que je ne veux pas reproduire. Donc comme je dis souvent, il faut savoir ce qu'on veut, mais il faut aussi savoir ce qu'on ne veut pas. Et moi, je sais que je ne veux pas d'un métier qui prendra sur ma vie personnelle, même si c'est un métier que j'aime. Alors juste une chose quand même, en tant que conseiller d'orientation scolaire, nous on travaille beaucoup les week-ends. Bah oui, forcément, il faut bien que tu travailles au moment où tes clients sont là. Exactement, voilà, donc c'est à savoir aussi. Alors je connais une conseillère, elle, pour qui le week-end est sacré, et elle s'arrange pour suivre ses élèves dans la semaine, les soirées, pendant la journée, donc quand ils ont des heures de creux, entre midi et 2, enfin voilà. Chaque conseillère fait comme il le ressent. Moi, j'ai pas de problème. Maintenant, mes enfants travaillent de manière autonome, donc j'ai pas besoin d'être tout le temps derrière eux, etc. Mais moi, les week-ends, samedi, dimanche, c'est pour ça que je te dis que mon lundi, c'est mon week-end. C'est très, très dense. En plus, j'ai la formation le dimanche soir. J'ai 2 ou 3 rendez-vous avec des élèves. Non, donc, et ça commence le vendredi, en fait. Vendredi après-midi, samedi, dimanche, c'est que des rendez-vous. Moi, des fois, je me prends des matinées off, souvent des matinées off où je vais marcher. Voilà, je vais marcher quand tout le monde travaille. Voilà, c'est pas des vacances en même temps que les autres, mais par contre, on gère son agenda comme on le souhaite. On veut pas se mettre à travailler à 8 heures tout de suite, on va se mettre à travailler à 11 heures. C'est ça la liberté, en fait. Mais par contre, je travaille tous les jours, oui, mais je me fais mes petites bulles d'oxygénation, de calme, de tranquillité. Oui, un peu chaque jour, je dirais. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui voudraient se reconvertir, que ce soit dans ce domaine ou un autre, ou des choses que tu aurais aimé qu'on te dise à l'époque où toi, justement, tu as voulu changer de métier? Essayer, quitte à se tromper, c'est pas grave, mais faut pas vivre avec des regrets, ça c'est super important. Si on a un tant soit peu envie de s'essayer dans une activité, faut le faire. Après, on pourra dire ah ça me plaît ou ah ça me plaît pas, mais il y aura la satisfaction de la découverte, d'être passé à l'action, c'est super important. Moi, l'action c'est mon moteur, dans le sens où je suis quelqu'un qui aime faire des choses, qui aime créer des choses. On verra, ça marche pas, mais essayez, ne réfléchissez pas trop et foncez. Moi, je suis taureau, peut-être, une bête à cornes, donc moi, je fonce. Ça doit être ça, alors que moi, je suis cancer, j'y vais petit à petit sur le côté, tu vois. Alors que non, moi, je fonce et puis après, je regarde si c'est passé ou pas. Et est-ce que tu pourrais compléter la phrase suivante qui est « Avant, j'étais prof, aujourd'hui, je suis ». Je vais pas être très originale, je dirais aujourd'hui, je suis conseillère et formatrice en orientation scolaire, très épanouie. Tout ce qu'il faut pour être heureuse, c'est parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, pour ta disponibilité, ta flexibilité et puis ta sincérité. De rien, avec grand plaisir. Merci à toi, Florence. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Pour qu'il gagne en visibilité, vous pouvez le noter et le commenter sur votre application d'écoute favorite. Ça prend seulement quelques secondes et ça aide le podcast à grandir. Pour soutenir ce projet et m'aider à le faire connaître, vous pouvez partager l'émission auprès de vos proches, de vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Sachez également qu'il est à présent possible de soutenir le podcast financièrement sur Tipeee, une plateforme de financement participatif dont vous trouverez le lien dans la description. Un grand merci à Christine, Assa, Sophie et Anne pour votre participation. Je mesure la chance que j'ai d'avoir été soutenue jusqu'au dernier épisode de cette saison et j'espère que la prochaine vous plaira tout autant. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, @avantj'étaisprof, ainsi que tous les sujets abordés dans la description de l'épisode. À bientôt!